tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. C'est l'heure du bilan des vacances d'été en Europe, qui reste le premier continent favori des touristes. Mais si on constate une hausse globale légère, la saison touristique 2016 a eu ses gagnants et ses perdants. À la suite d'attentats sanglants, d'inondations ou encore de grèves, la France et la Belgique, par exemple, n'ont pas fait le plein. En revanche, le sud de l'Europe, et c'était une surprise, la Grèce, l'Espagne, le Portugal ont bénéficié d'une relative désaffection des voyageurs vis-à-vis du Maghreb ou encore de la Turquie. Alors tout de suite, nous allons vous proposer un tour d'horizon du tourisme européen en compagnie de nos invités. Peter de Wilde, bonjour. Vous êtes, je le rappelle, président de la Commission européenne du tourisme qui regroupe en fait tous les offices nationaux de tourisme à travers l'Europe. Vous êt aujourd'hui face à Dominique Riquet, bonjour, député européen de l'Alliance des libéraux et démocrates en France qui s'intéresse beaucoup au tourisme. D'autant que la France, on le disait, a été touchée par un certain désintérêt, a souffert en termes d'image à la suite des attentats. Et c'est aussi le cas de votre pays, Hugues Bayet, la Belgique, et de la capitale aussi, Bruxelles, Paris et Bruxelles, dans la même difficulté. Vous êtes député européen des socialistes et démocrates de Belgique. Nous allons en parler aujourd'hui, mais sur le fond quand même, retenons quelque chose. L'Europe reste le continent le plus attractif. Alors il y a même un léger mieux si on prend l'ensemble des 28 pour 2016. On peut se consoler avec ça, en effet. Il y a il y a une croissance certaine dans certains pays, et vous les avez mentionnés. Il y a aussi la Bulgarie et certains pays de l'Est qui font très bien. Mais on ne peut pas nier qu'il y a quand même... qu'il n'y a pas de croissance, même pire que ça, dans certaines de nos grandes villes qui ont été affectées et des pays qui en souffrent aussi. Alors, c'est vrai qu'aussi, il y a eu cette question du Brexit. C'est-à-dire que la livre sterling a chuté de 10% par rapport à l'euro. Et on s'est dit, que vont faire les Britanniques? Eh bien, ils sont restés chez eux pour payer moins cher. Mais alors, évidemment, c'est mieux pour leurs touristes nationaux, c'est beaucoup moins bien pour les autres. Oui, je pense que pour eux, c'était plus facile de rester sur leur île, puisque avec la dévaluation de la livre sterling, la vie pour eux était un peu moins chère. Je pense aussi que le phénomène terrorisme a joué, et que donc quand on est citoyen d'une île, on a peut-être parfois l'impression qu'on est plus en sécurité sur cette île qu'ailleurs en Europe. Mais ça reste encore des éléments très difficilement palpables. Et je pense que le Brexit n'a pas encore vraiment percolé, puisque pour l'instant, d'ailleurs, on n'a pas encore avancé au niveau au Parlement sur ces décisions. On a vu moins de Britanniques qu'en France. Ah, sûrement. En plus, en général, ils arrivent par Calais, si vous voyez ce que je veux dire. Et à Calais... c'est compliqué pour l'instant. C'est compliqué. Je pense, si vous voulez, que... En fait, le problème il y a plusieurs problèmes différents. Le problème du terrorisme et des attentats terroristes, au bout d'un certain temps, les gens oublient, parce que les Anglais, ils sont peut-être dans une île, mais ils ont quand même eu des attentats absolument terrifiants il y a quelques années. Plus terrifiants même que ceux qu'on a connus. L'Espagne, qui a été une grande bénéficiaire, aussi a connu plusieurs centaines de morts il y a quelques années dans des attaques islamiques. Il faut un temps de résilience. Voilà, il y a un temps de résilience. Mais il y a un autre problème, et les Français à ce niveau-là sont bien placés, c'est à la fois les grèves, les manifestations et les violences de rue. Alors, je dis par exemple que quand les taxis commencent à mettre le feu aux véhicules, quand il y a des villes qui sont complètement bouchées, quand il y a des casseurs, etc., toutes ces images, elles sont vues dans le monde entier. Dans le monde entier. Elles sont vues le jour même. Et quand elles sont répétitives, elles ont un effet... Alors, précisément, attentats, inondations, grèves, on savait que le contexte avait eu un impact sur la fréquentation touristique à Paris et en Île-de-France. Le comité régional, d'ailleurs, a dit qu'il s'agissait d'une baisse sans précédent depuis 2010, avec 15 millions d'arrivées hôtelières au premier semestre. C'est une baisse donc de 6% par rapport à l'an dernier. La capitale, donc, a souffert, la région francilienne aussi. Regardons tout de suite pourquoi. Paris. L'an passé, la capitale a fait rêver près de 47 millions de touristes. Mais cette année, les vacanciers étrangers semblent bouder la capitale. Il y a beaucoup moins de monde. J'ai demandé à mon mari, mais que se passe-t-il? Quand on est venu en 2012, il y avait tellement de monde. Ce que je veux, c'est avoir des rues vides pour faire de belles photos. Montmartre, c'est encore plus beau comme ça. En pleine saison, ces marches devant le Sacré-Cœur sont habituellement noires de monde. Le risque d'attentat a dissuadé certains visiteurs. Quand j'ai pris le métro, j'ai pensé, et si quelqu'un faisait sauter une bombe?
Tous les secteurs sont touchés. Dans ce musée, ancien atelier de Renoir au cœur de Montmartre, c'est la première fois que les touristes étrangers sont venus moins nombreux. On a une baisse sur le touriste européen d'à peu près moins 11%. Au global, on est à moins 15% des touristes étrangers sur la période de l'été, juin, juillet, août. Sur la célèbre avenue des Champs-Élysées, Japonais, Américains et Émiratis sont également moins présents. Ces touristes, c'est la clientèle de Franck Blanchard. Il vend ici des journaux et des souvenirs depuis de nombreuses années. On travaille avec des hôtels. Certains hôtels nous commandent beaucoup moins de journaux qu'auparavant, ça c'est sûr. Les hôtels ont souffert d'une baisse de 10% de fréquentation au mois de juillet dernier. Et ce sont les établissements de luxe qui enregistrent la plus forte baisse. Alors c'est une baisse des réservations d'une part, et puis aussi d'autre part des annulations qui se sont produites bien sûr après le tragique événement du 14 juillet. Mais les attentats ne sont pas la seule cause. Le Brexit et les grèves à répétition ont également eu un impact sur le tourisme cet été. Paris sera toujours Paris, sauf quand finalement elle ne satisfait plus, vous l'avez dit, en termes d'image, les touristes. Et en l'occurrence, 1,5 milliard d'euros de manque à gagner pour l'Île-de-France. Clairement. Et moins 6%, auquel je rajouterais la progression qui n'a pas eu lieu. Parce qu'en réalité, si vous tenez compte de l'euro, par exemple, ou d'un certain nombre d'événements qui avaient été prévus, on aurait dû faire plus que l'année dernière et on fait moins. Alors là, c'est cumulatif. Donc c'est un très mauvais résultat. Oui. Bruxelles aussi, hein, quand même, il faut dire, était une capitale qui a été touchée, en effet, dans sa chair par le terrorisme. Il y a eu un certain nombre de problèmes de circulation aussi. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui sont conjugués. Donc clairement, l'attentat à l'aéroport de Bruxelles et puis toutes ces rumeurs qui ont couru sur le fait la sécurité n'était pas optimale en Belgique et particulièrement à l'aéroport de Bruxelles. Ça, évidemment, ça s'est vu aussi dans le monde entier, donc ça ne joue pas en faveur de Bruxelles. On a aussi changé tous les sens de circulation pour laisser plus de place aux piétonniers en plein centre de Bruxelles. Et évidemment, comme tout nouveau projet, il faut un peu de temps pour que ça s'adapte. Et donc là, ici, je pense que le momentum n'était pas idéal. Ici, j'ajoute en plus le fait qu'en Belgique, vous savez qu'il ne fait pas toujours très très beau. Ça ne favorise pas, évidemment, les visiteurs à se rendre dans la capitale. Mais par contre, on constate en Belgique que tant à la mer du Nord que dans les Ardennes, les chiffres sont meilleurs que les années précédentes. Donc je pense qu'il y a un petit rééquilibrage. Alors, un rééquilibrage au profit de pays, on ne s'attendait pas du tout en première ligne comme ça. Vous nous avez parlé de la Grèce, par exemple. Alors, si on regarde, en effet, le PIB a surgi un petit peu plus haut que prévu et on se rend compte qu'en Grèce, eh bien, du coup, on s'appuie sur un volume de 23,6 millions de voyageurs l'an dernier, une progression de 7%. Qu'est-ce qui s'est passé en Grèce cet été, qui est proche de la Turquie, rappelons-le quand même. Il fait beau en Grèce, d'abord. Il fait toujours beau en Grèce, mais ça vous montre encore, on parle de résilience, ça vous montre encore que l'industrie touristique, c'est l'une des industries les plus résilientes qui soit. Il n'y a pas seulement l'industrie, mais il y a aussi le comportement du client. Et le comportement du client qui, après les attentats à New York, par exemple, qui a pris 36 mois avant que l'industrie hôtelière à New York ne se rétablisse, après les attentats de Londres et Madrid, ça ne faisait que 12 mois. Et on voit que chaque fois, le délai de reprise devient de plus en plus court, ce qui montre que le comportement du client se conforme aussi. Peut-être pas les Américains quand même, ils mettent plus de temps à revenir en Europe. La vie de voyage en Europe est toujours négative de la part du gouvernement, vous savez. Bon, alors je vous parlais de la Grèce plus précisément parce que c'est vrai qu'il y a eu ce coup d'État, on parle de pays sûrs en Turquie, et il paraît que tous les touristes ont plutôt basculé sur la Grèce et peut-être aussi l'Espagne, Portugal. Oui, c'est un phénomène qu'on constate. Il y a aussi le comportement des touristes russes, par exemple, qui allaient en masse en Turquie, qui maintenant se retrouvent en Grèce et dans d'autres pays, tandis que l'histoire avec la Russie n'est pas une histoire positive non plus, point de vue chiffres touristiques pour le moment. Mais on constate que la Grèce a profité, ce qui est très bien pour la Grèce, mais aussi des pays comme l'Espagne et comme l'Italie. Et il faut dire aussi, on parle de villes, il y a les dégâts pour Bruxelles, aussi pour Bruges, par exemple, des villes qui ont une renommée internationale. On voit quand même que dans les régions moins connues en Europe,
il n'y a pas de dégâts, il y a même une certaine croissance dans certains cas. En France, c'était à la fois, évidemment, avec les attentats de Paris et évidemment la côte aussi, avec les attentats de Nice, qui ont beaucoup souffert, alors qu'on sait que, par exemple, certains espèrent faire de Marseille la capitale européenne du tourisme, bientôt. Il y a eu effondrement des réservations sur la côte française, qui est quand même assez peu courant. Il faut dire que le caractère absolument horrible et spectaculaire et la date de l'attentat terroriste, ça a été un impact énorme, je pense, mondial d'ailleurs, compte tenu aussi du caractère très inhabituel de ce qui s'était passé. Donc là, ça a été vraiment un impact absolument terrifiant. Moi, je pense, si vous voulez, que en ce qui concerne, par exemple, une ville comme Marseille, bon, il y a des problèmes. Marseille est souvent dans l'actualité, pas seulement nationale, mais internationale. Il y a des problèmes aussi de sécurité. Mais vous savez, si on regarde bien, je vais prendre un autre exemple qui ne concerne pas l'Europe. Mais il n'y a pas que les crises de terrorisme, ou les crises sociales, ou les grèves, etc. Vous savez, par exemple, on n'en parle pas beaucoup, parce que chez nous, ça n'existe pas, mais il y a les crises sanitaires. L'Asie a été complètement désertée pendant 2 ans sur les histoires du SRAS et du H1N1. Parce que tout le monde a eu peur, et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de tourisme en Afrique occidentale. Oui, ça, on n'a pas ce problème-là en Europe. Voilà. Mais alors, vous dites, le facteur terrorisme est très important. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Renforcer la sécurité? Est-ce que les touristes sont prêts à en prendre plus, justement, d'heures de file pour être triés dans les aéroports, les gares, etc., Monsieur Bayet, déjà? Quand je dis qu'il faut renforcer la sécurité, c'est peut-être pas plus de sécurité, mais c'est en tout cas mieux de sécurité. Et donc, contrairement à toutes les bêtises que j'entends souvent, il ne faut pas moins de Schengen, mais il faut plus de Schengen. Et quand je dis plus de Schengen, c'est d'abord appliquer Schengen. On le sait tous, il y a les frontières européennes, c'est un peu comme un gruyère. Il y a certains endroits des trous, mais les trous qui ne correspondent pas à la législation. Chaque pays doit s'engager à protéger ses frontières et on sait que manifestement, ça n'est pas le cas. Il faut intervenir là. On sait aussi qu'il y a toute une série de bases de données qui existent, Europol pour la police, Eurojust pour la justice, qui nous permettent justement de traquer les terroristes, etc. À peine 5 pays alimentent 50% de ces bases de données. Donc on voit manifestement qu'elles ne sont pas utilisées. Et dans le cas des attentats qui ont eu lieu en France, à Paris, avec des ressortissants belges, on a clairement pu démontrer que ces bases de données ne sont pas utilisées. Donc je pense que ce que nos concitoyens veulent, c'est plus de sécurité. Ils veulent être en sécurité pour pouvoir voyager. D'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, quand on voit les changements de destination de la clientèle, c'est bien parce qu'on se dirige dans des pays où il ne s'est pas encore passé. Ça met un petit peu plus de temps. Vous savez bien que sur France 24, nous prenons régulièrement le Thalys, forcément pour venir faire ces émissions ici même, dans la capitale. Et on doit constater qu'effectivement, on a un petit peu plus de temps d'attente désormais avec les portiques, les fameux portiques. Mais quelle est la stratégie pour justement développer encore ce tourisme européen? Le plus grand bénéficiaire de la circulation libre de personnes et de biens, c'est bien sûr le tourisme et le fait qu'on peut se déplacer entre 2 pays librement sans avoir des queues d'attente à chaque bout de rue. On a fait une étude sur l'effet, par exemple, si on facilitait pour les pays sûrs le fait d'obtenir des visas. Qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donnerait des millions d'emplois extra en Europe. Ça nous donnerait plus de liberté dans les déplacements. Ça nous donnerait quand même un grand avantage économique qu'on n'a pas pour le moment. Les faciliter, mais les contrôler, vous dites à la fois... Oui, je ne dis pas qu'il faut ignorer qu'il y a la matière de la sécurité. Mais on ne va pas donner une solution à ce problème en construisant des murs partout. Non, si on a allongé les fils à l'intérieur de l'Europe, c'est parce qu'on désinvestit sur les frontières extérieures de l'Europe. Et donc je pense qu'il faut d'abord commencer par les frontières extérieures de l'Europe pour justement éviter toutes ces fils à l'intérieur. Alors, il faut quand même rappeler l'importance du tourisme en termes de PIB pour ce continent européen qui en dépend beaucoup en fait. Qui évidemment, je le disais, première destination, mais en termes de croissance, d'emploi, c'est évidemment indispensable. C'est simplement énorme. C'est vrai qu'en direct et indirect, pas loin de 10% du produit intérieur brut de l'Europe, c'est gigantesque. 10% du PIB. C'est plus important que l'industrie automobile. Oui, nommez-moi une autre industrie. C'est clair. Deuxièmement, il y a une progression constante. C'est grande dynamique. Troisièmement, je partage ce que vient de dire mon collègue sur
le fait que ce n'est pas en segmentant les frontières à l'intérieur de l'Europe, mais en sécurisant effectivement l'espace européen qu'on va progresser. Et il y a une solidarité européenne d'ailleurs dans le tourisme. C'est clair qu'on sait très bien que le tourisme extra-européen, il passe d'un pays à l'autre. Je veux dire, les Chinois, ils font l'Europe en 10 jours, c'est l'habitude de le dire, mais c'est vrai qu'il y a une grande solidarité. Donc on devrait prendre beaucoup plus au sérieux. Moi, je suis quand même frappé que la France, qui reste la première destination mondiale du tourisme, il y a des politiciens qui demandent le rétablissement des frontières, parce que je peux vous dire que ça aura un effet absolument catastrophique sur cette industrie-là. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Ceci étant, il a été démontré, notamment dans les aéroports, les gares, etc., que les clients, les citoyens, et même pas les touristes, mais les citoyens en général, demandaient des mesures de sécurité et qu'ils supportaient parfaitement les contraintes. Inversement, pour conclure, la crise migratoire en Grèce, en Italie, où on voit bien quand même des migrants débarquer sur les côtes, dans des lieux d'ailleurs relativement touristiques, on pense à Lampedusa, etc., n'a pas l'air de jouer tellement, finalement, sur l'image des pays. En tout cas, ça gêne beaucoup moins. Je ne sais pas si ça ne joue pas à long terme sur l'image du continent. Peut-être sur l'image du pays, c'est une autre histoire, mais sur l'image du continent, les images qu'on a vues à travers le monde de ce phénomène n'ont pas été positives. Et tout ce qui arrive en Europe et qui arrive à Paris ou qui arrive en Grèce est perçu en Chine ou aux États-Unis comme étant arrivé en Europe. Et l'Europe est perçue comme une seule destination. Et il est grand temps qu'en Europe, qu'on commence à penser en tant qu'Européens pour ce qui est du tourisme. Merci à vous d'avoir bien décrypté avec nous, en tout cas, ces enjeux du tourisme pour l'Europe, qui reste, vous l'avez dit, un secteur clé. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr en notre compagnie pour recevoir notre grand invité. C'est juste après le journal télévisé. À tout de suite.